Vous faites bien de nous rejoindre sur Radio Cotonou, la fréquence municipale. C'est l'heure de Actu Débat. Deux journalistes conviés au décryptage de l'actualité de ce lundi. Comme d'ordinaire, nous parlerons avec eux, entre autres, du projet de construction du nouveau siège de la municipalité de Cotonou, des premières activités également du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Ce sera avec Adrien Tchomakou, il est journaliste, déjà installé dans ce studio. Adrien, bonsoir. Bonsoir Brice Biel Aïtedi de la 94.3. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission. Vous êtes avec Nicolas Soupété. Nicolas est déjà un habitué des studios de Radio Cotonou, journaliste également. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir mon cher Adrien, bonsoir aux amis auditeurs, auditrices. Bonsoir. À nouveau, bonsoir aux amis auditeurs, merci de vous installer. Sans transition, un nouvel hôtel de ville pour Cotonou. Le sujet était au cœur de la troisième session extraordinaire de l'année en cours du conseil municipal de Cotonou. Les travaux de la dite session ont été ouverts par le maire de Cotonou, Luc Setondi Atroko. Le conseiller communal, Marc Doubogan, revient ici sur les points abordés. Nous sommes réunis au fin de débattre, de voter quelques projets. Le premier qui concerne donc l'asphaltage de la ville de Cotonou. C'est plus de 85 milliards de nos francs. C'est beaucoup d'argent pour améliorer encore une fois la voirie de Cotonou. Mais aussi, il y avait à se prononcer sur la construction de la mairie, de l'hôtel de ville. Parce que là, vous voyez, depuis des années, ça fait bientôt 2 décennies que nous sommes en décentralisation, mais la ville de Cotonou fait toujours enfant de pauvres en matière donc d'infrastructure pour abriter ses fonctionnaires et le personnel ainsi que les élus. Donc c'est ce qui va être fait et qui a été voté également par le conseil. Et puis, il y avait un troisième sujet sur lequel nous allons revenir, certainement dans un prochain conseil. Conseiller communal de la ville de Cotonou. On va donc démarrer donc tout de suite avec Adrien Tchomakou. Voilà, Adrien, ça vous fait quoi d'être la toute première fois sur Actu Débat? C'est un grand plaisir, tout le plaisir pour moi d'être invité sur votre plateau, votre chaîne de radio, de télévision à la fois. Et vraiment, je suis très content, très édu. Et déjà, je souhaite... Web TV, bien sûr, sur le web, oui. Tout à fait, je souhaite passer de temps en temps. D'accord, ça nous fera plaisir. Vous venez de suivre, merci, vous venez de suivre le conseiller communal. 2 décennies pour la décentralisation. La ville de Cotonou est toujours un parent pauvre en matière d'infrastructure. La ville squatte toujours le bâtiment d'il y a 2 décennies. Oui, il faut dire que j'ai suivi le conseil communal et c'est à la faveur du conseil communal extraordinaire que cette déclaration a été faite. D'abord, il faut souligner l'enjeu, montrer que l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, c'est clair que le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atroko, est très ambitieux. Il est ambitieux politiquement, il est ambitieux au plan de développement pour la ville de Cotonou, il est ambitieux pour le développement, le visage rayonnant de la capitale économique du Bénin. Et vous savez, c'est à l'occasion de ce conseil extraordinaire que l'annonce a été faite. Il faut avouer que c'est une ambition que nous pouvons saluer. C'est la preuve que le maire continue toujours d'imprimer sa marque. En réalité, depuis plusieurs années, c'est cette maison coloniale, si je peux m'exprimer ainsi, qui continue d'abriter la municipalité de Cotonou. Et là, il faut quand même changer le visage, il faut chercher où ériger une autre infrastructure digne du nom qui pourra abriter désormais cette municipalité. Et vous savez, quand nous prenons la capitale économique du Bénin, c'est la vitrine de notre pays en réalité au plan économique. Et quand on laisse la capitale politique à Porte-Nouveau, Cotonou, c'est ici à Cotonou que tout le regard est en réalité tourné. Et quand les hôtes les plus hautes viennent en République du Bénin, ils veulent échanger par exemple avec le maire Luc Setondi Atroko. Il faut qu'on sente effectivement que oui, c'est l'autorité qui reçoit une hôte. Qu'il s'agit en réalité, c'est le président de l'ANCB qui reçoit dans sa municipalité une hôte au plan
C'est-à-dire il faut quand même que nous ayons désormais un lieu plus convivial, plus attrayant. Vous voulez dire que le siège n'est plus à la taille des hommes qui l'abritent? Moi, je pense que 2 décennies après la décentralisation, il est normal qu'on puisse changer le siège de la municipalité. Il est normal qu'on puisse construire, qu'on puisse ériger un autre siège digne du nom pour qu'on ne continue plus à rester dans une maison coloniale, dans des bâtiments coloniaux. Donc, je pense quand même que l'idée est bien mûrie, le rêve sera bientôt traduit en réalité. Et vous savez, c'est la preuve que son Excellence Luc Setonji Atrokpo est celui-là qui connaît la valeur du développement de sa commune, la valeur du développement de tous les actes que posent ces conseiller ceux-là qui l'encadrent, ceux-là qui l'amènent à œuvrer pour un développement digne du nom de sa commune. On va écouter Nicolas Sokpetin. Vous êtes d'avis avec Adrien. Vous voulez voir un nouveau visage pour le siège de la municipalité de Cotonou également, comme les conseillers? Oui, il faut dire que je partage en grande partie l'avis de Monsieur Adrien. Toutes les fois que vous prenez devant la mairie de Cotonou et vous remarquez l'hôtel de ville de Cotonou, comparé à ce que d'autres hôtels de ville de communes sont, c'est vrai que ça vous fait réfléchir en ce qui concerne le statut même de la ville de Cotonou, et que ce soit ces locaux-là qui abritent les autorités de cette commune, de cette grande ville, de la plus grande métropole, il faut le préciser. Des locaux qui ne répondent plus, je crois bien, aux besoins du personnel. Ça, c'est sûr. Et donc, quand on a ce genre de pensée et qu'on se réfère à ce conseil extraordinaire qui a pu décider d'un projet de construction de l'hôtel de ville, je pense que c'est à saluer. Parce que déjà, lorsque vous êtes fonctionnaire et que les conditions de travail, le cadre du travail répond à un certain nombre, un certain nombre de normes. Cadre de travail décent. Décent, de toute façon, vous avez l'envie de faire le travail comme cela se doit. Vous avez l'envie d'améliorer vos performances, histoire de contribuer véritablement comme cela se doit au développement de la capitale économique du pays, et au développement de la plus grande métropole du pays. Et ça, c'est important, ce que ces conseillers de la commune de Cotonou ont décidé. Reste à voir ce rêve-là venir à réalisation. On sait les lenteurs administratives, on sait comment est-ce qu'on décide de qui va construire. En tout cas, vivement que, au fait... Vous voulez que ça aille plus vite? Non, mais justement parce que... qu'on parle et qu'on dise, ça ne suffit pas pour que ça vienne à réalisation. Vivement que les actes soient suivis des paroles, pour que nous puissions sentir l'ambition ô combien noble que décrivait tout à l'heure mon cher Adrien par rapport à notre maire Luc Setonji Atrokpo, et que nous voudrions bien le féliciter davantage pour ce qu'il fait ou ce qu'il aura à faire, surtout sur ce projet-là, pour que nous puissions véritablement avoir désormais un hôtel de ville digne du nom, digne en tout cas d'une métropole à la mesure de... Qu'auriez-vous aimé voir comme siège de la ville de Cotonou? Vous avez décrié ce qui est là maintenant. Oui, il faut en tout cas... il faut consulter les urbanistes, les architectes dignes du nom qui vont proposer des plans dignes du nom pour que l'on ne construise pas n'importe quoi dans un espace qui répond aux normes, et que on n'est pas soupçonné encore aussi dans l'attribution du marché, parce que c'est de ça qu'il évoquait cela tout à l'heure, qu'on n'est pas soupçonné des fraudes ou encore de choix malencontreux d'entreprises
qui pourrait faire... Pour que les choses se fassent de façon catholique. Comme cela se doit, parce que, qu'ils vous souviennent, dans notre pays, on a vu de ces genres d'attribution de marché. Je veux rappeler, par exemple, à la triste mémoire de notre siège du Parlement à Porto-Novo, ce que ça a été. On a englouti des milliards, en fin de compte, on a détruit. J'espère que ici, le conseil communal trouvera, en tout cas, la technicité qu'il faut, les moyens qu'il faut, est là pour nous permettre le plus rapidement possible d'avoir un hôtel de ville digne du nom, parce que quand vous allez à Semekpodji tout près, un hôtel de ville a été en construction et jusque là, c'est vrai que ce n'est pas encore achevé depuis un bon moment. Les gens de Semekpodji attendent avec impatience que ça s'achève, mais quand on voit déjà l'architecture, quand on voit ce qui a été mis en place, je pense que c'est digne d'une commune de Semekpodji, et que Cotonou puisse avoir aussi quelque chose de genre qui puisse permettre au cadre de cette municipalité de s'installer correctement et de faire le travail qu'il faut pour que le développement soit une réalité dans la ville de Cotonou. Et vous, Adrien? Oui, il faut dire qu'il est souhaitable que les services techniques compétents de la mairie de Cotonou prennent leurs responsabilités au moment opportun, c'est-à-dire il faut qu'un urbaniste digne du nom soit identifié, il faut qu'un travail préliminaire soit fait au plan technique pour qu'on puisse s'assurer de ce que l'espace retenu pourra abriter effectivement le siège, étudier d'abord le sol, c'est-à-dire il y a une étude de sol qui sera faite. En tout cas, ils savent bien le faire. Et connaissant le premier responsable de la municipalité, je vais parler du maire Setonji Atroukbo, il prendrait au moment opportun toutes les garanties possibles pour que non seulement les conseillers, mais le peuple béninois en général et les populations de Cotonou en particulier puissent le féliciter au moment opportun. Ce qui est sûr, nous aurons droit à un siège digne du nom, un siège qui sera à la hauteur des milliards qui seront investis, et c'est là la grande problématique. Il est très très souhaitable que déjà la municipalité porte à la connaissance des hommes des médias le nombre de milliards qui sera investi et dévoile, s'il le faut, l'architecture pour que nous ayons... Vous avez vu l'asphaltage qui se fait un peu partout, sur tout le territoire national. Les grands travaux d'infrastructure, nous avons souvent droit à leur maquette. Donc, il est souhaitable que déjà nous ayons droit à ces maquettes, à tout au moins la maquette. Je crois qu'au moment opportun, ça sera publié. Tout à fait, et je le souhaite vivement, et que tout se passe dans une transparence totale, qu'on ne nous parle pas d'un marché de gré à gré de quelques milliards. Il est vivement souhaitable que l'avis d'appel d'offres soit lancé, suivre correctement les règles de l'art pour que tout se passe dans la pure transparence. Et connaissant le maire Luc Setonji Atroukbo, je pense qu'il ne va pas mettre de côté quelque chose. Il fera tout dans la transparence et sera bel et bien applaudi par les populations de Cotonou. D'abord les travailleurs et également les populations. Allez-y. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que aujourd'hui, quand vous prenez Cotonou, c'est-à-dire vous vous réjouissez de comment cette commune se développe. En matière de développement, on voit effectivement que oui, celui qui a la tête de cette municipalité imprime effectivement une nouvelle marque. Et je tiens déjà à le souligner. Il faudrait que, s'il le faut, avec le projet de réalisation du siège, il faut qu'on puisse éviter au maximum des escaliers pour que nous ayons une municipalité, un hôtel de la ville, je voudrais dire, dit du nom, afin que par la suite, qu'on ne nous parle pas des primes d'escalier, par exemple, des primes d'escalier qui seront évaluées. Des primes des escaliers. Je veux bien vous comprendre. Qui seront évaluées à coût de centaines de millions de francs CFA, ou que, dis-je, ça peut même aller à des milliards par an. Donc, faisons en sorte que nous aurons quelque chose de très bon, mais à un coût réduit, à un coût raisonnable, à un coût qui répond effectivement aux normes, à la réalité des faits. Une chose est claire, moi personnellement, je compte sur le maire Luc Setonji Atroukbo et tous les services compétents en la matière, tous les services de la municipalité qui sont en train de faire depuis plusieurs années
de bon travail, de bon boulot, à qui personnellement je décerne un satisfait total. Merci Adrien Tchoumakou. Non, mais de toutes les façons, je ne sais pas, pourrait-on construire, est-ce que le fait d'avoir les escaliers déjà prédestinés à ce qu'on puisse s'octroyer des primes d'escalier, je ne sais pas, mais à mon humble avis, je pense que c'était de l'amalgame dans la gestion de fonds publics. C'était excusez-moi l'expression, un désordre tout simplement, parce que oui, vous avez pris connaissance des lieux avant d'être élu maire, et je ne sais pas pourquoi, au nom de quoi on s'octroyait un certain nombre de primes d'escalier qui devraient coûter autant aux contribuables béninois. Ce qui est sûr, on n'aura pas tout le temps à prendre par ascenseur. Il y aura certainement des escaliers, sauf que ici, il faut juste interpeller la conscience des uns et des autres par rapport aux deniers publics. Et là, lorsqu'on est face aux deniers publics, il faut savoir gérer pour ne pas s'octroyer un certain nombre de privilèges qui, ma foi, ne sont pas de manière à protéger les finances publiques ou encore à permettre l'usage efficient de nos ressources financières. Nous espérons que l'élite de la ville de Cotonou, avec tout son conseil, va y veiller. Je voudrais rappeler aux amis auditeurs qu'ils sont sur Radio Cotonou, la fréquence municipale. Deuxième sujet donc à partager avec vous. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption du Bénin prévoit une série d'activités, d'événements en novembre et décembre prochains, dont les journées anti-corruption du 7 au 9 novembre. Ces journées seront marquées par des débats publics à travers tout le pays visant à sensibiliser la population à la lutte contre la corruption. L'annonce a été faite lors d'une audience du Haut commissaire avec le président de l'Assemblée nationale. Et je voudrais rester avec vous, Nicolas Soupitin, des journées anti-corruption 7, 8, 9 décembre à Cotonou. Premières activités du HCPC. Quelles impressions? Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? Journée anti-corruption. Avant même de me prononcer par rapport à ces activités, il faut dire ce que c'est que la corruption chez nous. La corruption, pour reprendre un peu les mots de l'IGE, c'est ce poison-là qui gangrène nos institutions et qui fragilise ou rend inefficaces les actions publiques et qui fait mal à nos institutions et qui empêche carrément le développement de nos pays. Alors donc, il était urgent d'agir, et depuis 2016 plutôt, le président Talon s'est investi. Malgré tout, bon an, mal an, ça n'a jamais eu de réel effet. Et il faut toujours continuer par agir, d'où la création de cette institution HPC. HCPC, je crois c'est ça. Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et qui a un certain nombre de missions très claires, comme par exemple la mise en œuvre, le suivi et la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures que le gouvernement était déjà en train d'implémenter en termes de lutte contre la corruption. Et donc, il faut faire en sorte que le Béninois soit moins enclin à ce fléau qui a le dos, la carapace dure, et difficile de l'éradiquer, mais à court et à long terme, il faut faire quelque chose pour rabaisser le niveau. Encore que par ces temps qui courent, on a quand même faire par la sensibilisation, au travers de ces journées-là. Oui, justement, moi, je pense que il ne faut pas, il y a un travail dans lequel il ne faut pas tomber tout de suite, parce qu'on se souvient ici d'un régime politique, d'un régime qui a marché contre la corruption, mais on sait ce que ça a donné. Mais ici, on parle des journées de sensibilisation, et je pense que c'est une des activités très importantes, un des moyens très importants par lesquels il faut prendre la lutte contre la corruption, ou encore la prévention de la corruption, parce que l'humain est fait ainsi. On est toujours porté vers
la facilité, on est toujours porté vers ce qui va mieux nous arranger au détriment peut-être même parfois des autres, mais sans pour autant prévoir, sans pour autant envisager les répercussions, les effets sur la communauté, les effets sur la société, les effets sur l'évolution de la société. Et donc, il faut effectivement, comme le prévoit donc cette institution, aller vers cette sensibilisation qui, ma foi, est très important et qui pourra permettre de mettre les uns et les autres. Maintenant, quel sera, là sera le gros point d'interrogation, quel sera le contenu de cette sensibilisation? Ma foi, il faut d'abord présenter aux différents corps qu'on aura à rencontrer lors de cette sensibilisation, il faut présenter les différentes lois sur la corruption. Il faut d'abord présenter de façon globale. Avant d'en venir au contenu, je voudrais prendre l'avis d'Adrien là-dessus. Journée anti-corruption, journée nationale contre la corruption, c'est pas nouveau. Oui, monsieur Brisby a été dit, il faut dire que j'ai suivi le président du Haut Commissariat à la lutte contre la prévention de la corruption. Oui. C'est le bâtonnier Jacques Mégan. À l'occasion de l'audience que lui a accordée son Excellence le président de l'Assemblée nationale, il a annoncé les couleurs. Il a détaillé un peu très rapidement en faisant cas de ce que en novembre et en décembre, il va marquer un point dur en matière de lutte contre la corruption en République du Bénin. Et pour lui, c'est l'une des politiques de prévention. Je l'ai suivi quand il parlait, il a énuméré des dates jusqu'au 9 décembre. Et cette date du 9 décembre, c'est connu depuis plusieurs années que c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, je pense, premièrement, je ne suis pas en train de remettre en cause la volonté politique du bâtonnier Jacques Mégan en luttant contre la corruption, en sensibilisant le peuple béninois par rapport à la prévention de la corruption, contre la corruption, mais je pense quand même que ce qu'il annonce comme activité en la matière, c'est quelque chose qui est classique, quelque chose qui est connu de tout le monde. On a connu dans ce pays, sous le régime Boni Yayi, on a vu le chef de l'État même qui avait mouillé le maillot et qui a marché sur le boulevard de, comment on appelle, pas le boulevard de la Marina, en tout cas, le boulevard des armées, c'est bien ça, et en passant devant le commissariat central de Cotonou, pour lutter contre la corruption. On a vu aussi plusieurs démarches, plusieurs actions posées sous le régime de la rupture qui lutte aussi véritablement contre la corruption. Mais je pense quand même qu'en matière de prévention, tel que moi, ça c'est personnel, ça c'est Adrien Tchoumakou qui le dit, je pense quand même que c'est vrai, c'est bon de poser un acte, de poser une action, mais je pense que cette action ou cette série d'actions annoncées par le bâtonnier Jacques Mégan n'est pas une politique efficace de lutte contre la corruption, pas du tout. La politique... Pourquoi le dites-vous? Écoutez, est-ce qu'il ne connaît pas aujourd'hui qu'il y a corruption au Bénin? Qui ne connaît pas qu'il y a lutte contre la corruption au Bénin? Qui ne connaît pas aujourd'hui qu'il y a des corrupteurs et des corrompus? Nous sommes tous unanimes sur le fait que nous connaissons, nous savons, nous sommes tous conscients de ce que la corruption doit être combattue. Mais comment? Que nous devons prévenir la corruption, qu'on doit lutter contre la corruption. Mais c'est le comment qui est le problème. C'est le comment, il faut aller attaquer le problème véritablement. Le comment c'est quoi? Aujourd'hui, en réalité, ça c'est une consultation. Jacques Mégan, normalement, devra me payer quand je vais avancer ses propos. C'est une consultation et je dois être payé pour ça, rémunéré pour ça. On sait aujourd'hui que ceux-là qui peuvent contribuer, œuvrer correctement, accompagner le pouvoir public, accompagner toutes les actions en matière de lutte contre la corruption, c'est bel et bien les journalistes. C'est bel et bien la presse en général. Les chaînes de radio, les chaînes de télévision. On ne connaît pas a priori le contenu de la sensibilisation. Il pourrait venir vers les journalistes, vers les professionnels des médias. Oui. C'est peut-être prévu, vous ne le savez pas. Non, tel que c'est énuméré, tel que c'est évoqué, c'est déjà quelque chose qui est perdu d'avance. Ah bon? D'avance, oui, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui,
il doit déjà se rapprocher des professionnels des médias, savoir qu'il y a par exemple une structure qui s'appelle Fercable qui regroupe 56 radios. Le commissaire était à la HAC. Il est allé à la HAC, il est allé parler d'autres choses. À sa sortie de la HAC, lui, sa politique, c'est comment faire pour que les journalistes ne tombent pas dans des travers de ci et de ça. Ce n'est pas son rôle. C'est pas mal aussi, non? Non, écoutez... Il se soucie de la vie des professionnels des médias. La HAC, depuis 9 ans, bon, 9 ans, c'est trop dit, depuis 8 ans, parce que Patrice Talon, au pouvoir maintenant, ça fait plus de 8 ans. Depuis 8 ans que le chef de l'État, Patrice Talon, a pris les rênes de ce pays, le chef de l'État béninois a coupé le biberon à tout journaliste. Le président Patrice Talon a coupé l'aide de l'État à la presse. Aucun journaliste, aucun organe de presse n'a plus touché au fonds public d'aide directe ou indirecte. Ce que les journalistes perçoivent comme sous, ça c'est leur contrat direct. Il n'y a plus de contrat indirect. Il n'y a même pas de contrat, si on va le dire ici. Vous auriez aimé qu'on associe c'est-à-dire les professionnels des médias doivent être associés déjà au début. Ce n'est pas la fin qu'il faut commencer par courir à gauche, à droite. C'est pas ça. Il doit avoir... Parce qu'en réalité, la loi sur la corruption dit quoi? La loi sur la corruption spécifie beaucoup de choses. Pourquoi ne pas réaliser des capsules? Aller déjà réaliser des capsules, aller vers les organes de presse. C'est peut-être prévu, c'est ce que je vous dis. C'est pour on dire, ne connaît pas même le si contenu prévu, de l'action. Il doit nous faire part de ça d'abord, parce que c'est ça le point phare. Si les journalistes ne parlent pas, si les radios, si vous, votre chaîne de radio ici, n'évoque pas le sujet, il saura que Jacques Mégan, par exemple, a fait telle ou telle déclaration. Donc on en parle déjà là. C'est pour dire quoi? Vous en faites déjà. Vous en faites d'ailleurs assez. Vous accompagnez énormément en matière de lutte contre la corruption en République du Bénin. Et il est temps que Jacques Mégan vous associe dès le début. Qu'il mette à votre disposition le strict minimum. Écoutez, toute action politique a un budget. Et Jacques Mégan est assis à la présidence de la République. Comment on appelle, le Haut Commissariat à la prévention de... comment ça s'appelle? À la prévention de la corruption. A son siège bel et bien à la présidence, sous le chef de l'État. Donc, ce genre d'action, on ne va pas associer la presse via la cellule de communication du chef de l'État. C'est to be to be. Il faut dissocier ça, d'accord. Merci. Merci. Vous auriez que la sensibilisation, mais que la sensibilisation prenne quelle forme? Très rapidement. Non, mais je pense que je partage l'avis de monsieur Adrien. C'est vrai, et ça, c'est la question que vous essayez de poser tout à l'heure. Nous ne connaissons pas encore le contenu de la forme que prendra les sensibilisations, bien que il disait qu'il y aura des débats publics. De toute façon, moi je pense quand même que vu le degré, le niveau de la corruption sous nos cieux, il faille quand même poser des actes. Alors, quelle est la forme que ça prendra? Et c'est ça le problème, quel sera le contenu de cette sensibilisation? C'est ça le problème. Et ça, indéniablement, on ne peut pas, et ça, je ne sais pas, hein, est-ce que c'est seulement dans le domaine de la lutte contre la corruption? Je ne sais pas quelle action politique publique on peut vouloir mener en excluant la presse. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, cette sensibilisation ne passera que par, normalement, la presse. Maintenant, moi, je me dis que la sensibilisation... Il y a d'autres canaux, oui, à part la presse. Exactement. Je me dis qu'au-delà de la presse, vous voyez, il faut qu'on soit... que les acteurs publics, ceux qui sont à l'œuvre dans les administrations, c'est les plus soumis à la corruption, ceux qui sont à des postes de responsabilité. Je crois que les radios, ça ne suffira pas. Il faut aller au contact de ceux-là. Il faut organiser des séances de sensibilisation dans les ministères, dans les directions, évoquer, montrer dans les municipalités également, c'est ce qui est prévu. Oui, dans les municipalités, il faut par des vidéoprojections, montrer un certain nombre de travers, un certain nombre de difficultés que la corruption peut produire. Pourquoi pas organiser même consulter les artistes qui vont aussi se mettre à l'œuvre dans, en tout cas, tout ce qui devrait pouvoir aider agir sur la conscience. Oui, agir sur la conscience du citoyen pour que nous puissions, parce que j'ai comme impression la corruption chez nous est
est une pandémie et de telle sorte que... C'est devenu culturel. C'est culturel, c'est dans le sang. On a comme impression que quand on te met en poste et que tu ne voles pas suffisamment, ta famille même est prête à t'accuser de ne pas pouvoir faire comme cela se doit. Je pense qu'il faut aller très loin. Les médias, d'accord, mais l'école aussi, les enfants. Il faut agir sur les plus petits à l'école pour leur montrer le danger qui a guetté. En tout cas, le danger que représente la corruption, parce que ça n'épargne personne et ça a des répercussions graves sur la vie publique, sur les finances publiques, sur ce qui nous est tous communs et qui pourrait participer à un bien-être et à un mieux-être de tous. Voilà, au-delà de l'organisation des débats publics, l'ancien bâtonnier a plaidé pour un renforcement du cadre législatif autour de la lutte contre la corruption. 30 secondes, Adrien, ça va changer quoi? Consolider les bases légales de la lutte contre le phénomène? Oui, en fait, sur ce point, je pense qu'il a raison parce que si aujourd'hui nous voyons un peu l'arsenal juridique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions posées par le gouvernement en place. Il y a par exemple, entre autres, la création de la CRIET, la Cour spéciale de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui ne manque pas de frapper fort en matière de lutte contre la corruption. Il faut dire qu'à part ça, il y a nos députés à l'Assemblée nationale qui ont pris des lois. Quand je prends par exemple la loi sur la corruption, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Seulement que si le bâtonnier parle de renforcement du cadre législatif, c'est parce que au nombre de ces lois votées, il y en a que jusqu'à présent, les décrets d'application ne sont pas pris. Ah oui, je le dis et je le dirai toujours. Et ça, le premier responsable, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui doit prendre les décrets d'application. Je pense quand même que Jean-Baptiste Elias a toujours donné de la voix par rapport à cela. Il a toujours demandé à ce que les décrets d'application soient pris pour qu'on sache effectivement que la lutte contre la corruption est une réalité en République du Bénin. Quand je prends aussi les actions, quand je prends au plus haut niveau, il y a la Cour des comptes qui est créée et en la matière, il y a aussi quelques insuffisances. Jusqu'à présent, il y en a, ils sont très nombreux, ces autorités qui, selon les tests en vigueur, dès que vous êtes nommé ou élu, vous devez obligatoirement aller déclarer vos biens. Vous devez déclarer vos biens, pas quand ils déclarent, ils ont leur manière, c'est-à-dire c'est un huissier, c'est un notaire, tout ça, tout ce monde judiciaire qui font le travail et au nom de telle autorité et on va déposer à la Cour des comptes. Mais ça ne se fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Il y a une amélioration, certes, mais ça reste. Il est très simple. Vous êtes pour le renforcement? Je suis pour le renforcement. Par rapport à cette volonté politique du bâtonnier Jacques Mégan, moi je l'applaudis, je le félicite pour ça. Et en tant qu'ancien bâtonnier, il n'a qu'à œuvrer pour que ça soit une réalité. Il suffit très simplement de faire voter une loi pour dire, par exemple, si le député, c'est un exemple parmi tant d'autres, je prends, le député ou le ministre ou le directeur général ne déclare pas ses biens ou n'actualise pas ses biens, et là, on le coupe le salaire. Parce que si un député doit gagner quelques millions par mois, c'est clair qu'il doit déclarer ses biens avant de commencer par percevoir. Il faut des sanctions. D'accord, Nicolas. Et si il y a cet acte juridique, je pense que ça va améliorer la procédure de déclaration des biens à la Cour des comptes. Donc, en la matière, j'encourage Maître Jacques Mégan tout en lui demandant d'avoir un regard positif à l'endroit des chaînes de radio, de télévision, de la presse en général, afin que l'accompagnement de lutte contre la corruption soit une réalité en République du Bénin. Donc les professionnels des médias puissent accompagner le HCPC. Sans professionnels des médias, le HCPC ne peut jamais atteindre ses objectifs. Ça, c'est clair. Encore que, disons-le, et Jacques Mégan même le sait, ce sont les professionnels des médias qui l'ont hissé à ce poste de responsabilité aujourd'hui. Je sais, moi, personnellement, en tant que journaliste, pour votre église. Pas seulement pour mon église, mais c'est une réalité, ce que je dis. Lui-même ne me dira pas le contraire. Il faut mettre les médias à contribution. Les médias doivent être mis à contribution et de façon correcte.
pour que nous atteignions très rapidement. C'est vrai, on ne peut jamais avoir dans un pays un taux zéro de corruption. Mais nous allons de façon unanime contribuer à réduire de façon considérable et sauvage la corruption en République du Bénin. Vous êtes pour le renforcement du cadre législatif, Nicolas? Normalement même, est-ce que c'est maintenant il fallait avoir à demander ce genre de choses? Je crois que normalement le cadre légal devrait déjà même être en premier lieu avant même la création de l'institution, parce que c'est... le premier instrument. Il y a des lois. Le problème, il existe des lois, mais qui sont sans bâtonnier plaide pour qu'on puisse les constitutionnaliser. Voilà, d'abord le décret d'application qui ne sont pas signés. Et là, normalement, on enseigne par exemplarité. Monsieur Adrien disait tout à l'heure, mais combien sont nos autorités aujourd'hui au Bénin dont nous connaissons les salaires? On ne connaît même pas le salaire du chef de l'État. On ne connaît pas le salaire des ministres. Jusqu'ici. Est-ce que là, c'est là la volonté même de nos autorités de lutter contre le mal en question est problématique. Il faudrait déjà soi-même poser un certain nombre d'actes. Il faut que l'exemple vienne du haut. Il faut que l'exemple vienne du haut. De sorte à ce que, quand on voit faire, on a envie de faire. Voilà. Donc, c'est ce qui devrait être. Et non pas le cadre légal. Je crois que c'est la moindre des choses. Et très rapidement, le chef de l'État même, qui a pris le décret de création de HCPC, devrait déjà accompagner cet acte-là des décrets qui renforcent même le cadre légal de la lutte contre la corruption chez nous. Sinon, on se croirait qu'en même temps, on a envie d'une chose et en même temps son contraire. Vous voulez ajouter quelque chose, Adrien, très rapidement, pour qu'on finisse sur le sujet? C'est-à-dire, il y a un piège. Il y a un piège que les gens ne perçoivent pas. Et vous allez me permettre... Lequel? Le cadre légal. Oui, je suis pour le cadre légal. Je suis pour le renforcement de la lutte contre la corruption. Je suis pour. Mais je ne suis pas pour le moment... Moi, Adrien Tchomakou, je ne suis pas pour ce que Jacques Mégan a précisé. Il a bel et bien précisé, si vous le suivez, qu'il allait voir le président de l'Assemblée nationale pour que la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption soit une réalité en République du Bénin. Et là, non, le français est très clair, mais très lourd. C'est lourd de poids. Quand il parle de la constitutionnalisation, il faut aller toucher à la constitution. Ça veut dire qu'il faut inéluctablement qu'on révise la Constitution. Il faut qu'on révise la Constitution, parce que si on ne révise pas la Constitution, on ne peut pas parler de la constitutionnalisation. Vous voulez qu'on consolide je veux qu'on consolide, mais on peut consolider sans ne pas faire recours à une quelconque révision de la Constitution, sans toucher à notre Constitution. Moi, je ne suis pas pour le moment pour la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption. Mais je suis pour le cadre légal, je suis pour le renforcement du cadre légal. Prendre les décrets appropriés. Qu'on prenne les décrets appropriés, qu'on vote encore d'autres lois s'il le faut. Parce que vous voyez, il y a aujourd'hui le blanchiment des capitaux, et il y a la lutte contre le terrorisme, tout ça, c'est la corruption. C'est des facteurs de la corruption. Donc tout ça là, c'est bon. Mais je ne suis pas pour le moment, je peux être pour 4 ans après ou 2 ans après, mais pour le moment, je ne suis pas du tout pour la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption, parce que constitutionnaliser une constitution, c'est aller mettre cette lutte contre la corruption dans notre constitution. Et c'est déjà dedans. Mais si on veut faire d'autres l'imprescriptibilité de crimes économiques, c'est déjà dans notre constitution. On veut préciser, on veut ajouter notre précision dans notre constitution. Si ça veut dire inéluctablement qu'on doit toucher à la Constitution, on doit réviser la Constitution. Et pour l'heure, je ne suis pas pour ça là. Merci Adrien Tchomakou, merci à Nicolas Sokpete, également aux auditeurs qui sont à l'autre bout de cette communication. Merci de rester avec nous pour la suite. Actu et débat.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a attiré récemment l'attention des recteurs des universités publiques du Bénin sur la déviance relative à la rédaction et la soutenance de rapports de stage, de mémoire ou de thèse dans les universités publiques du Bénin. Nicolas, vous avez parcouru ce communiqué-là. Quelle lecture faites-vous de cette déviance qu'a énuméré l'autorité? Non, mais c'est des pratiques de vieille date. Que nous avions connu, que nous connaissions, et que aujourd'hui on pensait que c'est des pratiques révolues, mais qui ont surgi encore au niveau de nos universités. Je pense que c'est déplorable. Et là, ça prouve encore une fois que le mal, ou bien les maux dont souffrent nos sociétés sont des maux qui ont la carapace dure, et l'action publique ou l'action des hommes politiques n'ont vraiment pas eu l'effet escompté, et qu'il faille changer peut-être de fusil d'épaule et faire bien d'autres actions qui pourraient permettre à ce que les uns et les autres puissent sentir que sinon que le fait est que l'impunité aussi est dans certains végètent dans des mauvaises pratiques qui n'arrangent surtout pas la formation universitaire. Et bien malheureusement on en est là, et que l'autorité elle-même soit amenée à taper du poing sur la table ou à décrire un certain nombre de choses. C'est vraiment dommage. Mais les hommes sont ce qu'ils sont, mais il faut toujours quand même faire en sorte que la conscience puisse guider le professionnel dans son job, dans son métier, et nos cadres au niveau de l'université, des universités, au niveau des enseignants, tous réunis doivent savoir que ce haut lieu de savoir mérite mieux que ce que nous vivons là, mérite mieux que ces mots là qui minent notre campus. Et alors que nous sommes encore à l'ère d'une certaine numérisation, il n'est pas à tolérer que nous continuions dans certaines pratiques qui n'augurent pas, en tout cas, d'un meilleur lendemain de formation de qualité. Mais qu'est-ce qui pousse ces acteurs de l'enseignement supérieur, j'ai dit acteurs, c'est pas que les étudiants, qu'est-ce qui les pousse à tomber dans ces travers, Adrien? Ça concerne d'abord les étudiants paresseux, pas tous les étudiants. Des étudiants qui pensent que ils auront facilement le diplôme, pour ne pas faire d'efforts, mais ils vont obtenir des diplômes. Des étudiants qui vont sur le campus, au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller procéder à des recherches, sont là à avoir d'autres idées. Vous savez, aujourd'hui, le plagiat des mémoires que les étudiants rédigent, c'est désormais monnaie courante. C'est vraiment déplorable. C'est la haute tricherie. C'est la haute tricherie. Et parfois même, les autorités, d'une manière ou d'une autre, sont complices. Mais quand je vois aussi ce qui se passe, je vois que ce n'est non plus la faute des professeurs. Ce n'est non plus la faute même des enseignants au plus haut niveau. La faute est à qui? La faute, excusez-moi, je le dirai, et c'est parce que madame le ministre, a eu le courage de donner de la voix que j'ai compris finalement que ceux-là qui sont avec madame le ministre doivent quand même lui dire la vérité. La faute est à qui, Adrien? La faute est bel et bien imputable premièrement au gouvernement. Ça va vous étonner. Au gouvernement? Ah oui. Mais pourquoi au gouvernement? Ça va vous étonner. Le gouvernement n'est pas témoin du plagiat au niveau dans la rédaction des mémoires, non? Le premier coupable, je dis, c'est le gouvernement, parce que le gouvernement a les moyens pour lutter contre le plagiat, la tricherie. Comment? Quels moyens? Écoutez, la technologie a très évolué. Et aujourd'hui, en République du Bénin, le gouvernement béninois à des endroits spécifiques dispose des matériels ultra modernes de détection de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il y a même de simples logiciels qui permettent de détecter si telle mémoire, tel article rédigé, tel article de recherche du plagiat ou bien c'est une tricherie, c'est du copier-coller. Il y a tellement de logiciels aujourd'hui et il y a des appareils pour
Il suffit très simplement d'équiper. Pourquoi je dis que la faute est au gouvernement? Le gouvernement doit équiper toutes les universités du Bénin, tous les départements de nos universités, toutes les entités de nos universités, des ordinateurs, dotés de logiciels adéquats pour... qui détient des logiciels adéquats, des logiciels ultramodernes pour détecter tout mémoire qui ne répond pas pour quel nombre d'étudiants? Mais c'est très simple. Est-ce que vous convenez avec moi qu'avant qu'un élève ne fasse sa soutenance, que la soutenance est programmée? Bien sûr. Si la soutenance est programmée, si depuis 2 ans, dans toutes nos universités, vous déposez votre mémoire en version papier et en version électronique sur clé USB ou sur CD, il suffit très simplement d'introduire cette clé USB dans un ordinateur. L'ordinateur qui détient ce logiciel, il suffit de l'introduire et recruter des maintenanciers qui connaissent en la matière. Donc le gouvernement n'a pas été prévoyant. Le gouvernement n'a pas prévu ça. Que dites-vous du favoritisme des enseignants? C'est des actes à condamner. Et par rapport à ça, je soutiens Madame le ministre qui donne de la voix dans ce sens. Et la tricherie des étudiants aussi. C'est des actes à condamner. Le favoritisme, qu'on veuille ou pas, jusqu'à ce jour, je pense quand même que des professeurs continuent de favoriser des étudiants, des apprenants et surtout des apprenantes. On a beau avoir des textes de loi qui protègent des étudiantes, on a par exemple il y a l'Institut national de protection de la femme ou l'hygiène ou comment ça s'appelle, l'INF, de lutte contre les femmes, les trucs là, mais qui fait beaucoup en République du Bénin, mais ça, le problème demeure. Le problème demeure dans nos universités. Et c'est en cela, par moment... Vous avez dit qu'il y a plus de favoritisme envers le sexe féminin? C'est d'abord le sexe féminin. La réalité est là. Parce que ce qui est beau ou belle attire toujours. Et quelle que soit cette puissance de l'homme, l'homme est toujours faible devant le sexe. Disons la vérité. Donc il y a le poids du sexe dans ce dont on parle. Il y a le poids du sexe. Donc je pense que l'État doit équiper toutes les entités d'universités du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des appareils de détection de plagiat, des universités publiques. Et on doit l'imposer aussi aux responsables d'universités privées. Et là, il suffit, avant toute soutenance, parce que vous devez déposer votre mémoire 1 mois avant, ou tout au moins 2 semaines avant, il suffit d'introduire la clé USB et de checker. Avec les fact-checks aujourd'hui, on check, on voit que ça c'est du plagiat. Et si c'est du plagiat, l'étudiant est déclassé et l'étudiant est poursuivi. Il faut mettre en contribution les procureurs, les magistrats, les juges pour que ces étudiants soient condamnés. Et découragés. À jamais. Et il faut que leurs maîtres de soutenance, que sont les professeurs d'université, qui aussi, au lieu de prendre le temps pour pouvoir les encadrer, ne le font pas. Et les jeunes apprenants, ces étudiants font du copier-coller. Il faut les sanctionner aussi. Pas de là. Si on commence par là, c'est que vous n'aurez plus entendre parler de déviance, de plagiat, de tricherie. Je pense que l'heure a sonné pour que ça soit ainsi fait. Ça va nécessiter un peu de millions, voire de milliards au gouvernement béninois, que le gouvernement ferme les yeux pour débloquer, débourser ces sous, afin que nous n'entendions plus parler de plagiat dans nos universités. Il y a quand même lieu de s'inquiéter, Nicolas, au regard de ce tableau Capin, tableau de déviance, Capin, l'autorité, de s'inquiéter sur les hommes, les diplômés qui sont livrés sur le marché de l'emploi. C'est cela, parce que c'est le grand problème, ça. Lorsque l'étudiant qui, en fin de formation, devrait présenter un travail de recherche, présenter un mémoire qu'il doit soutenir, et qu'on se rend compte que, au fait, ce qu'il a présenté ne venait en aucune manière de lui, de son intelligence, de son intellectuel, de toute façon, la qualité du produit qu'on veut mettre sur le marché pose problème. Par conséquent,
bienvenue les dégâts sur le terrain. Aux dégâts sur le terrain. Donc, malheureusement, on en est là. Et moi, depuis 8 ans où le gouvernement de la rupture est là, moi, j'ai eu comme impression qu'il y a une lueur d'espoir qu'on pouvait avoir au niveau de nos universités par rapport à la chose. Encore que le niveau de nos apprenants qui quittent le collège est déjà très grave en termes de qualité. Et que ajouter aux déviances, c'est la catastrophe. Et puis dans les administrations, bienvenue. Et encore on parlait tout à l'heure de comment appelle-t-on, de la lutte contre la corruption. Si on n'est pas bien formé, si la qualité requise n'est pas à votre niveau, vous êtes enclin à des facilités. C'est déjà la tricherie. Oui, c'est déjà la tricherie. Et ça commence par là. Malheureusement, on en est encore là. Et je ne sais pas la question que se pose l'autorité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pu faire en 8 ans? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour... parce que, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune politique qui peut enrayer définitivement le mal, mais réduire considérablement le mal devrait être l'objectif premier. Mais on s'en rend compte finalement, après 8 ans, voire plus, que malheureusement, rien n'a changé. Les pratiques, les vieilles pratiques qui portent en torse à l'éducation, au système éducatif, sont encore là, comme une plaie béante, malheureusement. Et je ne sais pas. Alors que faut-il faire pour restaurer l'éthique dans les universités publiques? Justement, déjà, comme l'a dit Adrien, il faut punir. Lorsqu'on constate cela, il faut punir. Et surtout le favoritisme envers, voyez-vous, c'est pas bienséant aussi de la part des professeurs, parce que la gente féminine influence le travail professionnel qui doit se faire pour que nous ayons des produits de qualité, que ça soit à ce niveau-là, ou que on retrouve encore des notes que l'apprenante ou l'apprenant ne mérite pas. C'est dommage. Et là, moi, je pense quand même que il faut arriver par des systèmes de contrôle à épingler même des professeurs, à épingler des étudiants, et pourquoi apporter la sanction, la correction qu'il faut. Et je pense que les uns et les autres prendront exemple peut-être sur les cas d'école pour ne plus verser dans ces pratiques qui n'augurent pas d'un meilleur lendemain pour notre système éducatif au Bénin. On est à l'ère de l'intelligence artificielle, Adrien. Quelle est la place d'éthique dans cette déviance? Oui, là, c'est l'éthique qui permettent le plagiat. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc je pense quand même que, tel que je l'ai dit, si nous avons des matériels ultramodernes de détection de ces fraudes, tout ira très bien, très mieux et très vite. Et les auteurs seront découragés jusqu'au dernier degré. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. Alors, quelle est la situation dans les universités privées? Oui, dans les universités privées, c'est presque la même. C'est presque la même. C'est vrai, on prend l'excellence partout, tant dans le public que dans le privé, mais pas. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Là où il y a deux êtres humains, là où il y a deux hommes ou deux femmes se retrouvent, c'est que, puisque nous ne sommes pas Dieu, ce que l'autre réfléchit à faire, nous ne pouvons jamais connaître. La tricherie, c'est partout. Et nous devons œuvrer à ce que le plagiat soit découragé, à ce que des professeurs véreux soient sanctionnés, à ce que les apprenantes soient encouragées pour un avenir radieux. Ce sera votre dernier mot, Nicolas. C'est pareil, la situation dans les universités privées? Oui, c'est un peu partout la tricherie. Moi, je pense quand même que peut-être que dans le privé, c'est dans une moindre mesure par rapport à ce qui se passe dans le public. Il y a aussi qu'il faut arriver quand même à reconnaître le mérite pour certains qui font le travail comme cela se doit. Et peut-être en encourageant ceux qui font mieux, on améliorerait les médiocres, excusez-moi l'expression, à rattraper le train. Malheureusement, chez nous, la pratique n'est pas de nature à toujours encourager ceux qui font mieux. Et là, on pense que c'est ceux qui sont dans les tricheries et qui excellent qui sont les meilleurs. Et même dans la vie quotidienne, même, ceux qui passent par les couloirs sont les plus adoubés par rapport à ceux qui s'investissent et qui donnent l'énergie nécessaire qu'il faut pour aller à l'excellence. Monsieur Bill a été dit, ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? C'est que il est temps que les professeurs d'université sachent que tant qu'ils encouragent, tant qu'ils favorisent des étudiants qui sont en train de préparer ainsi des assassins. Écoutez,
quand vous prenez ceux qui font le secteur santé, par exemple, le secteur santé, c'est un secteur très sensible. C'est délicat. Très délicat. C'est comme la comptabilité aussi. Tout secteur. Donc, ils sont en train de préparer des assassins de la République. Les assassins de la République. Merci. Parce que, écoutez, quand vous prenez, quelqu'un qui est malade, on doit le diagnostiquer d'abord. Et le monsieur qui n'a pas bien fait ses études universitaires oublie qu'on ne doit pas le diagnostiquer et qu'il faut lui faire directement une injection. Vous voyez qu'il est en train de c'est le la tuer. catastrophe. C'est la Merci. catastrophe. Actuel débat se referme. Merci à nos deux invités, Adrien Tomako et Nicolas Sokpetin, tous deux journalistes. Merci infiniment. Merci également à Job Chikpe et à Patrice Béja pour la participation technique. Toute l'équipe de préparation et de présentation vous remercie de votre auguste attention. À bientôt.